Ah, c'est toi? OK. Parfait. Donc, bon, j'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Donc là, c'est pour les. Oui, notre nouveauté cette année, c'est pour les questions quiz. Donc, vous pouvez, si vous êtes capable de prendre le code QR puis de répondre à la question. Donc, je vais la lire. Donc, lequel est vrai? La majorité des patients ayant des troubles concomitants susciteront des situations d'impasse thérapeutique. Les limites du système influencent. J'imagine que c'est A qu'on le voit, c'est A ou qu'on clique dessus. Là. OK. Les limites du système influencent peu les situations d'impasse thérapeutique. Les valeurs du patient et les nôtres ont peu d'impact sur les situations d'impasse. Et nos propres réactions à certains types de patients clients peuvent être un outil précieux pour adapter notre stratégie face à une situation d'impasse thérapeutique. Parfait. Fait que je ne sais pas si y en a encore qui sont en train de. Vous pouvez encore répondre là, si c'est le cas. Puis je vais. Puisque ça va aller vite à fait, je vous dirais la réponse, c'était que nos propres réactions peuvent être un outil précieux pour adapter nos stratégies. C'est ça qu'on va essayer de regarder un petit peu aujourd'hui. Mais je comprends aussi ceux qui ont répondu que la majorité des troubles concomitants peuvent être une impasse parce que oui, ça fait partie quand même des patients qui peuvent être difficiles. Voilà la prochaine. Là, c'est une question personnelle. Puis dans le fond, encore là, c'est pour donner le ton avec ce qu'on. Il n'y a pas de bonne réponse, mais selon vous, hein, les patients les plus difficiles, est-ce que c'est ceux qui sont agressifs, absents, passifs, très symptomatiques, à risque de décès, toutes ces réponses? Fait qu'encore une fois, je pense que c'est pour juste prendre un petit moment pour se questionner face à soi-même. Fait que je vous laisse encore l'écrire s'il y en a qui ne l'ont pas encore fait, mais je trouve ça super intéressant. Puis je pense que c'est quelque chose, en tout cas, que je vais garder en tête pour revenir peut-être dans d'autres séances. Mais pour beaucoup, dans la moitié d'entre vous, les patients qui sont passifs, c'est vraiment très, très challengeant. Fait que, en tout cas, on en garde peut-être pour même d'autres capsules thérapeutiques, capsules théoriques. Quand même, 1 sur 5, c'est toutes les réponses. Puis après ça, les autres points peuvent être moins fréquents, mais comme je vous dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, ça va être essayer de discuter des patients difficiles, qui, pourquoi, explorer les stratégies d'intervention utiles en situation d'impasse et se donner une structure pour réfléchir aux situations d'impasse. Donc là, je vous ai mis juste un cas réel là, pour se mettre un petit peu en tête. Donc, un jeune homme de 19 ans qui est suivi depuis plus d'1 an. Il vit avec sa famille. Pour l'instant, il n'y a pas d'occupation. Il projette un retour aux études qu'il avait arrêté justement en lien avec ses difficultés. Il est connu pour TDAH depuis l'enfance, récemment diagnostiqué avec un trouble bipolaire de type 1. Il a fait un épisode de manie psychotique. Il y a aussi quand même une consommation très importante qui amène beaucoup de problèmes de cannabis, de stimulants et beaucoup d'autres drogues récréatives à l'occasion. Il y a des antécédents de surdose, donc très jeune, là, à 18 ans, il a fait une surdose qui a vraiment alerté ses proches. Et il dit vouloir changer quand on le rencontre, mais il n'y a aucun changement après des mois. Donc, on voit absolument rien, ce qui peut peut-être toucher un petit peu ce qu'on voit dans la passivité qui nous fait des fois, qui est difficile à traiter. Et avec tout ça, bon, on a une grande pression de la famille de résultats. Bien, comment ça, il n'y a rien qui change? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Donc, je ne sais pas si ça ressemble à certains patients que vous avez, mais des fois, ces patients-là sont très challengeants.
Donc, quand on parle d'impasse, hein, souvent, on a tendance à dire, bon, les patients difficiles, mais je pense que c'est vraiment important de dire le patient n'est jamais seul. Hein, il y a des caractéristiques qui viennent des fois. J'utilise patient pour certaines fois, c'est peut-être un client, mais la personne, dans le fond, qui vient peut avoir des caractéristiques qui vont amener des difficultés. Certaines caractéristiques aussi proviennent aussi du clinicien. Ensuite, tout ça dans un contexte de milieu de travail et de la société. Donc, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Encore là, c'est pas exhaustif parce que ouais, on pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais je vais juste énumérer un petit peu certains aspects qui peuvent amener des situations d'impasse. Donc, quand on parle de la personne, du patient, parfois, l'impasse va provenir d'un problème complexe. Par exemple, il peut y avoir un diagnostic, la schizophrénie, mais une schizophrénie réfractaire qui amène plein de complications, puis c'est vraiment un seul problème qui amène beaucoup de complexité d'impasse. Dans d'autres situations, on va au contraire avoir plusieurs problèmes, hein, justement de la toxicomanie, un trouble neurodéveloppemental, un trouble de l'humeur qui se rajoute. Puis, des fois, c'est tout ça qui va amener de l'impasse. La toxicomanie sévère hein, aussi va être des fois le point qui chamboule tout le reste, qu'on a l'impression qui est vraiment le problème. Dans d'autres cas, ça va être des problèmes biopsychosociaux. Des fois, il y a plein d'angles. Par exemple, la personne est itinérante, elle n'a pas de revenus. Parfois, la personne est sans papier, elle est malade aussi. Il y a de la violence familiale. Donc, plusieurs choses qui peuvent complexifier. Donc, ça, c'est plutôt au niveau, je dirais, de la sphère en diagnostic. Ensuite, on a tout ce qui est des difficultés reliées dans la relation. Des fois, c'est la collaboration qui est difficile pour plein de raisons. La motivation également, au suivi, au traitement, l'agressivité qui va nous amener aussi, bien entendu, à réagir. Parfois, ça va être des attentes irréalistes. Hein? Quelqu'un qui demande à ce qu'on le sauve, qu'on le change ou qui va amener justement le client à sentir beaucoup de pression. Parfois, l'autostigmatisation aussi qui va amener une difficulté à la personne à s'engager. Bien entendu, les valeurs, la culture de la personne va parfois, puis ça, on va le mettre en relation avec les autres, avec la culture, les valeurs du clinicien, du milieu, peuvent amener des fois de la difficulté à trouver un terrain d'entente. Le vécu traumatique, ça, je pense que c'est un point important, surtout dans les troubles concomitants, dans les problèmes de santé mentale et toxicomanie, il y a beaucoup d'antécédents de trauma. Et j'ai mis, bien entendu, incluant les soins, ça, je pense qu'il ne faut pas le minimiser. Puis, un des partenaires, tantôt, je pense que Stéphane le mentionnait, une hospitalisation, un passage à l'urgence, ça peut être traumatique. Donc, il ne faut pas minimiser tout ce que le système aussi peut faire vivre. L'expérience avec l'autorité, qu'on le veuille ou non, des fois, venir voir quelqu'un, on est déjà une forme d'autorité. Donc, si ça a été difficile avec l'autorité, bien, des fois, ça va juste se reproduire avec nous. Et les relations passées également qui peuvent avoir un impact. Donc, ça, juste un petit survol. Puis, quand on vient aux cliniciens, bien, parfois, il y a un manque de connaissances. Hein, puis, on est tous dans le même bateau, c'est normal, on ne sait pas tout. Donc, des fois, il peut y avoir des domaines, des problèmes qui vont un petit peu nous sortir de nos zones de confort. Le sentiment d'impuissance, je pense que c'est quelque chose qu'on va vivre souvent hein, par rapport à ce qu'on souhaite sur le patient, ce qu'on essaie de faire, puis qui ne fonctionne pas, puis ouf, ça peut être très lourd. Les émotions suscitées, ça aussi, je pense que c'est important avec le temps, d'essayer d'apprendre à se connaître, hein, justement, ben, des fois, il y a des parties qui appartiennent au patient, mais si on voit un patient qui nous fait penser à quelqu'un qu'on connaît, par exemple, ou une histoire similaire, ou à notre propre histoire personnelle, peut nous amener justement aussi à réagir face au patient, puis vraiment teinter comment, après ça, on va réfléchir avec et pour le patient. Au niveau des diagnostics, les troubles concomitants, hein, c'est pas pour rien qu'on est ici ensemble pour réfléchir, bien, il y a souvent du flou diagnostique, il y a souvent de la complexité. Des fois, les souhaits du patient vont différer de ce que l'équipe, la société,
le clinicien veut, donc comment on fait pour trouver un terrain d'entente là-dedans pour viser le rétablissement, d'aller vers les objectifs de la personne. Également, qu'on est tous à risque, la fameuse fatigue de compassion, à vouloir aider, des fois, quand on est dans un impasse, ça peut amener une surcharge. La stigmatisation, je pense que c'est important aussi, on n'est pas à l'abri de ça. Chacun a ses zones d'ombre, donc qui peuvent avoir aussi un impact, et nos valeurs et la culture. Par rapport au milieu de travail, il y a la philosophie de soins, puis je dirais qu'il va avec le mandat. On sait, on vient tous de milieux différents, puis des fois, ça peut être difficile, ce qu'on pense qui est bon pour le patient versus ce qu'on peut offrir, ce que le milieu permet, quelles sont les ressources qui sont disponibles. Donc, des fois, on sait ce qu'il faudrait faire, mais sans les ressources, c'est difficile. Il peut y avoir également de la stigmatisation dans le milieu de travail, certaines valeurs, cultures. Et ça, c'est intéressant parce que ça vient d'un document sur les impasses thérapeutiques de Yves Lecomte. J'ai mis dans Santé mentale au Québec. C'est drôle parce que c'est en 2010, donc déjà, il notait l'incitation au traitement de plus en plus court afin de rentabiliser les investissements. Donc, c'est quelque chose qu'on voit qui, des fois, quand même, va pouvoir amener, veut pas, un impact sur comment on va agir ou ce qu'on va offrir avec le patient. Ensuite, au niveau juste plus global, je pense quand même important de se garder un point de recul. Encore là, cette diapo-là provient là, d'un article là, qui était paru sur les impasses thérapeutiques qui démontre, qui amène que la rapidité des changements technologiques et industriels va vraiment amener des fois un problème d'adaptation continue chez les cliniciens, puis un niveau de stress élevé. Ne serait-ce qu'on le voit là, avec l'adaptation, il faut informatiser les choses, comment on fait, ou qu'est-ce qui se passe, même maintenant, les cellulaires, les réseaux sociaux, il y a comme beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, puis des fois qui peuvent amener, on peut se sentir dépassé. Au niveau sociétal aussi, l'éclatement des familles, le réseau social qui est appauvri. Pour beaucoup de personnes, quand on sait que le réseau social est vraiment un facteur important qui diminue la mortalité, la morbidité, de plus en plus, c'est quelque chose qui est mis de l'avant, mais des fois qu'on ne voit pas dans le réseau social de nos patients. L'immigration, quand même, qui est notée comme des fois, on peut être confronté à des personnes qui ont des valeurs culturelles, religieuses différentes de ce qu'on connaît, comment on est habitué de fonctionner, qui peut ébranler notre compréhension, nos interventions visuelles. Et l'augmentation de la toxicomanie, le double, triple diagnostic qui amène plus de complexification. Encore là, pour poursuivre avec ça, bien sûr, il y a les choix de la société, qu'est-ce qu'on va faire comme priorité. Si on pense à l'itinérance, par exemple, aux logements sociaux. Donc, tout ça, mine de rien, va avoir un impact sur nos patients, entre autres en ayant un impact sur les déterminants de la santé. Donc, on sait la pauvreté, la solitude, le réseau social appauvri, les exclusions socioculturelles, c'est tous des facteurs qui peuvent avoir un impact. Puis, des fois, comme perpétuer une impasse. Voilà. Puis, la stigmatisation, les valeurs, on en a déjà parlé. Donc, cela dit, les troubles concomitants, pourquoi souvent, on a vu, ça va être source d'impasse. Ce n'est pas toujours, mais il y a une prévalence élevée des troubles concomitants. Souvent, c'est des gens qui vont avoir des vulnérabilités sociales. C'est de là, des fois, d'avoir une compréhension, une vision plus globale de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du patient qui peut avoir un impact. Il peut avoir plus de difficultés d'accessibilité aux soins. Souvent, les évaluations vont être plus complexes, comme il y a du flou, les choses s'entremêlent. Parfois, ce n'est pas toujours, mais on peut voir une dangerosité accrue et des complications médicales, physiques, des fois aussi, selon notre formation, qui vont sortir un petit peu de notre champ d'expertise. Les suivis peuvent être plus chaotiques, parfois les pronostics plus réservés. Et tout ça peut amener justement aussi un risque d'épuisement des proches et des professionnels. Par contre, il y a de l'espoir, on est tous là pour ça, puis ça peut être très, très intéressant de travailler avec les troubles concomitants. Il y a des stratégies d'intervention, il y a des choses qu'on peut faire, puis je pense que
c'est là, comme on l'a vu tantôt, la créativité, l'ouverture, ça peut faire vraiment une grande différence. Donc, ce qu'on propose avant tout, c'est en situation d'impasse, c'est de se questionner, c'est de prendre du recul sur la situation. Ça peut être aidant de contextualiser l'impasse, d'essayer de voir justement, OK, par rapport à l'impasse que je vis, quels sont les facteurs qui sont liés au patient? Quels sont les facteurs qui seraient reliés à moi comme clinicien, au milieu, au système? Donc, déjà, ça l'aide des fois à prendre un pas de recul puis de voir les différentes sphères qui peuvent amener une impasse. Aussi, si on arrive à se connaître un peu plus puis savoir quelles sont les réactions personnelles que j'ai par rapport à certains types de patients. On dit, il y en a certains que OK, moi, quand on me demande de sauver la personne, j'ai risque d'embarquer dans le bateau puis de m'épuiser. Au contraire, quelqu'un de passif, ça va m'irriter au plus haut point, puis là, j'ai tendance à le rejeter. Donc, des fois, de connaître un petit peu on a tous des points plus difficiles, des points plus faciles. Donc, savoir un petit peu comment on agit peut nous aider des fois à dépister puis même à changer notre façon de faire plus rapidement. Donc, se poser des questions comme qu'est-ce qui génère de l'inconfort, de l'impuissance, de la colère, un sentiment d'incompétence. Est-ce que je suis frustrée parce que j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas, qu'on ne fait pas ce que je veux? Parfois, ça va être est-ce que j'ai de la difficulté à réfléchir? Je n'arrive pas à trouver quoi faire. Parfois, on peut vivre de la peur, de sentiment d'intimidation avec certains patients, puis essayer de se poser la question à ce moment-là, qu'est-ce que ça peut me dire du patient? S'il me fait peur, ça se pourrait-il que lui aussi ait peur? Puis s'il a peur de quoi? Puis là, OK, comment on peut travailler sur le sentiment de sécurité, autant de l'intervenant que du patient? Parfois, on peut avoir le sentiment d'être utilisé. Justement, là, c'est difficile, là, les patients qui sont, justement, là, ils calculent tout, puis on sent qu'on n'a pas de relation, on est juste un objet pour eux. Fait que ça aussi, de le reconnaître, encore là, c'est qu'est-ce que ça nous dit du patient? Puis dans cette situation-là, qu'est-ce qui serait le meilleur moyen d'intervenir? Puis comme je vous dis, certains patients vont nous susciter le rejet ou l'envie de les sauver. Donc, quand on sent qu'on est dans les extrêmes ou qu'on veut soit s'activer beaucoup, beaucoup, au contraire, rien faire ou rejeter, essayer de se questionner, qu'est-ce qui se passe? Puis, souvent, on va peut-être avoir le réflexe de dire, il y a une résistance au changement, la personne ne veut pas changer. Fait que je pense que c'est tout à fait normal de se poser ou savoir ces réflexions-là, mais d'essayer à ce moment-là de, est-ce que c'est vraiment une résistance ou plutôt une absence d'objectif commun? Peut-être que finalement, on n'est juste pas sur la même longueur d'onde. Puis il faudrait peut-être revoir nos objectifs. Donc, ça va un petit peu avec ce que j'ai dit, mais essayer de se questionner sur ce que nous fait vivre le patient, reconnaître ce qui est plus difficile pour soi. C'est un exercice d'humilité, mais c'est, je pense, ce qui nous aide aussi à traverser des moments plus difficiles. Aussi, le fait de reconnaître que certains patients sont difficiles en soi. Notre travail n'est pas toujours facile, puis aussi, on a besoin des fois de juste ventiler pour dire, c'est vraiment difficile, je ne sais pas quoi faire ou j'en peux plus. Puis souvent, ça aussi, ça va nous aider à passer à une autre étape. Reconnaître qu'on peut involontairement contribuer à la présentation difficile du patient et que le contexte peut augmenter la difficulté. Donc, ça aussi, je pense, c'est aussi preuve d'humilité. Des fois, de OK, la façon que les choses se sont faites ou la façon dont l'admission s'est faite. Certainement, finalement, les policiers sont allés le chercher, on voulait que ça soit volontaire, il s'est fait menotter, c'est traumatisant. Bon, il y a des choses des fois qui vont se créer, qui n'ont pas été ce qu'on souhaite, mais qui peuvent être contribuer aux difficultés. Le contexte, des fois, justement, on va voir la personne à l'urgence ou dans un état de crise, va faire que c'est plus difficile. Puis, on essaie de s'assurer comme soignant de faire de notre mieux pour adapter nos stratégies pour rejoindre ces patients-là difficiles. Mais comme vous voyez, on se rend compte que c'est plus que le patient, il y a plusieurs facteurs qui vont contribuer aux impasses. Puis, bien entendu, je pense que ces situations-là, il ne faut pas rester seul avec des situations complexes d'impasse. On en parlait à des collègues ou comme je vous présentais un cas écho. C'est tous des moyens qu'on a pour ne pas rester seul. Donc, encore là, c'est des choses qui vont paraître peut-être simplistes, mais qui sont tellement importantes. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté dans les stratégies d'intervention quand on est face aux impasses. Mais vraiment, essayer de retrouver une capacité d'empathie. Des fois, certains patients, souvent,
c'est plus difficile, ceux qui amènent des impasses, de vraiment connecter avec la personne, se mettre à la place de l'autre. Puis, des fois, de se rappeler justement l'exercice de voir quels facteurs sont en jeu va nous aider des fois à prendre un pas de recul. De, ah oui, oui, c'est vrai que si j'avais une enfance comme ça, puis si j'avais vécu des traumas comme ça, peut-être que j'aurais de la misère à faire confiance, peut-être que j'enverrais promener les gens, puis pouf, tu sais, ça nous aide après ça à connecter mieux, hein, puis à faire d'avoir un bon état de base pour travailler avec la personne. La bienveillance, hein, des fois aussi envers nous-mêmes, on a l'obligation de moyens, pas de résultats. Donc, tu sais, des fois, on n'est pas tout puissant, hein, fait qu'on peut bien faire, mais le résultat ne sera pas là. Fait que comme je dis, ça, c'est vraiment envers les autres, mais envers soi-même aussi, qui est important. D'être sans jugement, c'est pas toujours facile, encore là. En tout cas, soyons honnêtes, des fois, des gens ils vont prendre faire des choix qu'on va questionner, qui allaient, sont difficiles à accepter en fonction de nos valeurs, mais se rappeler qu'il y a des libertés de choix aussi. Donc, de respecter cela. Bon, collaborer, donc essayer d'avoir un rôle d'expert, ça, je pense, c'est important. Les gens viennent nous voir pour notre expertise, mais sans être autoritaire. Hein, la différence de vraiment travailler en collaboration, chacun a son expertise. Le patient est expert de lui-même, nous, on a une expertise, mais on n'est pas autoritaire nécessairement. Bon, se rappeler que l'expression de la souffrance peut prendre diverses formes. Des fois, ça va être des crises de colère, ça va être des agirs, mais oups, peut-être que derrière ça, il y a de la souffrance. Et également, de porter une attention au non-verbal. Donc, des fois, c'est vraiment au-delà des mots qu'on va trouver les solutions. On essaye de s'adapter au contexte et aux ressources. Fait que c'est certain que des fois, on a une intervention qu'on voudrait faire, mais c'est pas sécuritaire dans le bureau. Donc là, on va faire différemment. On va adapter, ou si on est seul ou en équipe. Donc, je pense que c'est vraiment important de dire, ben, des fois, ce qu'il faudrait faire de mieux, c'est ça, mais dans le contexte actuel, ben, voici ce qu'on peut faire. Des fois, quand on est en impasse, je pense que c'est le moment de revoir le cadre de suivi, de revoir le plan d'intervention. Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on a des objectifs communs? Qu'est-ce qui fait là, peut-être qu'on s'est fait prendre dans quelque chose sans le vouloir, on a voulu sauver le patient, puis là, oups, on est sorti du cadre thérapeutique. Est-ce qu'il faudrait se rasseoir avec le patient pour en parler? Avoir des limites claires, donc au niveau du suivi, au niveau de où on s'en va avec le patient, puis tout en sachant que ça peut être dynamique puis changer en cours de suivi. On essaie d'éviter de blâmer involontairement le patient. Des fois, ça va juste amener un climat aussi de plus négatif dans l'équipe. Si c'est un patient difficile, puis on en parle aux autres, puis là, c'est comme si ça peut même stigmatiser un peu le patient. Donc, être sensible à ça. Puis, bien sûr, tout ça va être modulé en fonction du degré d'alliance, notre connaissance du patient. Parfois, ça va être très long établir une relation thérapeutique. Fait que dans plusieurs cas, il faut être patient. Donc, maintenant, pour le dernier point, dans un petit peu un cadre de réflexion, là, dans la lignée de ce que je vous dis, des fois, qui peut être aidant dans les situations d'impasse, des questions à se poser. Bon, je pense, vu notre rôle comme soignant, intervenant, bon, est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'il y a une dangerosité? Hein? Parce que des fois, quand il y a une dangerosité, ben là, c'est comme on va surpasser le reste pour assurer la sécurité de la personne ou de l'équipe ou de soi-même. Donc, ça, c'est la priorité. Ensuite, de se poser la question, bon, quels sont les facteurs qui contribuent à l'impasse? Comme j'ai des fois le petit exercice, ben, au niveau du patient, de soi, de l'équipe, du système, donc prendre une distance. Ça peut être intéressant de se dire, ben, ensuite, de tous ces facteurs-là, parce que des fois, il y en a plusieurs, lequel m'apparaît le plus important pour prioriser nos interventions? Puis, se poser pour ces interventions-là, qu'est-ce que j'offrirais normalement? Ou qu'est-ce que me disent les données probantes? Encore là. Puis des fois, on va se rendre compte, ben oui, on fait exactement ce qu'il faut, mais des fois, hop, tu sais, on n'a pas pensé à ça ou peut-être on s'est fait prendre dans le flot de l'action, puis où il y a d'autres choses qu'on va revoir. Puis, est-ce que ce que j'offre est en lien avec le stade de changement et les objectifs de la personne? Donc, vraiment, c'est de personnaliser les soins parce que des fois, on va dire c'est bien beau, il faudrait que je fasse ça, mais je sais bien que pour ce patient-là, il n'y en a pas du tout, fait que c'est pas réaliste comment on va ajuster. Puis, bien entendu, on essaie de ne pas rester seul en impasse, comme je vous l'ai dit plus tôt. Et voilà. Donc, pour terminer, si je reviens à mon petit jeune du début, rapidement, comment on pourrait le voir? Bon, est-ce qu'il y a une urgence, une dangerosité? Il n'y en avait pas dans ce cas-là. Quels sont les facteurs qui contribuent à l'impasse?
Donc là, je pense qu'il faut juste peser les différentes... au niveau du patient, juste à la, comme ça, c'est correct. Désolée, on est deux à gérer le PowerPoint. Donc, au niveau du patient, entre autres, ce qui ressortait, bien, il minimise son usage, il est superficiel lors des échanges, il est à risque de surdose, il refuse la prise de sang. Donc, c'est des choses qui sortaient dans les discussions. Puis le clinicien, en lien avec ça, il sentait une frustration par rapport au manque d'authenticité, l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait. Le risque de surdose, il avait une peur de surdose. Le refus de prise de sang, par exemple, si la personne avait un stabilisateur de l'humeur, est-ce que c'était sécuritaire de continuer la médication? Ensuite, le système, les parents sont exacerbés, ils ont peur. La clinique m'ont dit, idéalement, les rendez-vous en soirée, ça serait mieux, ils seraient disponibles, mais c'est pas possible. Puis face à ça, le clinicien, bien, justement, avait les sentiments partagés avec les parents d'exacerbation, de peur, puis aussi une pression de performance face aux parents, hein, de livrer ce qu'il faut. Puis, tandis qu'à la clinique, bien, ça, c'est un facteur qui n'était pas modifiable. Encore là, il n'y a pas de bonne réponse, mais dans cette situation-là, en discutant, là, il y avait un intervenant, psychiatre, c'est-à-dire, bien, ce qu'on trouve le plus difficile, finalement, qui crée l'impasse, c'est la frustration, la perception qu'il y a un manque d'authenticité et la peur de surdose. Puis là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on offrirait normalement? Bien, par rapport à la frustration liée au manque d'authenticité, bien, on dit, OK, il faut peut-être réfléchir un petit peu plus sur la relation thérapeutique. T'sais. Donc, vraiment partager nos frustrations. On souhaite que nos interventions amènent un changement. On vit de l'impuissance, de l'incompétence. Donc, nommer ça. Puis après ça, aller un petit peu plus loin, on se rend compte, ben oui, c'est vrai que le patient, quand même, avait des antécédents d'abus dans l'enfance, de la difficulté à faire confiance. Il souhaite plaire. Donc, ça nous aide à relativiser puis apaiser les frustrations, puis de mettre en évidence finalement que peut-être c'est l'importance du sentiment de sécurité, peut-être pour avoir quelque chose de plus authentique. Donc, c'est quelque chose qu'en y réfléchissant, on a plus mis de l'avant. Puis par rapport à la peur des surdoses, ben, on dit peut-être qu'il faut offrir vraiment de la réduction des méfaits, donc vérifier si on était à la bonne place. Puis, ce qu'on s'était rendu compte aussi, c'est que par rapport aux objectifs du patient, on se rendait compte peut-être qu'il voulait nous plaire, puis finalement, la diminution de la consommation qui ne mettait jamais en action, ben, il est peut-être plus ambivalent qu'on pense finalement. Fait que nous qui nous pensons être dans l'action, ben, on est peut-être plus en pré-contemplation par rapport à ces objectifs. Puis, il y avait encore peu de stratégies de rechange par rapport aux besoins de s'apaiser. Et de là qu'on a bâti un plan de dire, bon, on va continuer de travailler l'alliance, le sentiment de sécurité qui semblait finalement vraiment important pour nous aider à avoir quelque chose de plus authentique. Être patient, ça aussi, on se dit, c'est important. On ne peut pas penser, nous, on sent bien, mais lui, il a peut-être besoin de plus de temps. Revenir davantage au motivationnel, préciser un objectif plus réaliste, revoir les principes de réduction des méfaits avec le jeune, proposer une rencontre familiale où on irait nommer notre peur de la surdose, puis impliquer le jeune, la famille dans la mise en place de stratégies sécuritaires. Puis après ça, comment l'aider à trouver d'autres stratégies, donc vraiment l'orienter vers le projet occupationnel, entretenir le respect et l'ouverture. Puis on s'est dit, on va revoir ça dans un mois. Donc, ça, on peut passer. On l'a fait au début. En fait, pour terminer, ce que je vous invite, comme ça, c'est un peu une vision globale, mais c'est d'essayer peut-être, d'ici la prochaine séance, à penser à une situation clinique, citer des questionnements, puis peut-être essayer de le réfléchir avec les questions qu'on a discutées aujourd'hui. Là, je suis à l'heure pile, donc je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Puis, ceux qui veulent rester, si vous avez une ou deux questions, je vais rester disponible. Puis, je vous inviterai vraiment à venir faire l'évaluation. Je suis vraiment désolée, j'essaie vraiment de vous laisser là. Je vais m'améliorer les prochaines fois, 2-3 minutes pour le faire, mais ça se fait très, très vite, l'évaluation de la séance. Mais nous, ça nous aide beaucoup à vous aider et à offrir vraiment une formation qui vous plaît. Donc, vraiment, si vous pouvez aller remplir ça là, quelques minutes, puis sinon, on se revoit dans 3 semaines. Mais est-ce que